certainement, vous l'avez reconnu, c'est votre émission Afrique et développement, analyse et discussion des idées. Et nous sommes très heureux de vous avoir encore très nombreux sur vos petits écrans pour suivre cette émission que vous aimez tant. Et nous disons merci pour cette présence. Et en même temps aussi, nous n'allons pas oublier Malik qui est à la régie pour mettre cette émission sur les ondes. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec l'émission de la fois passée, en d'autres termes, avec les thèmes de la fois passée, où nous parlions de créer la croissance économique. Créer la croissance économique. Et là, nous nous sommes basés sur le livre The End of Poverty, ou La fin de la pauvreté, les possibilités de notre temps, écrit par Geoffrey Sachs, qui est un professeur de renom en économie. Je disais la fois passée que Geoffrey, ce n'est pas seulement un professeur d'économie dans des salles de classe, mais il est aussi homme de terrain. Il a été en Europe, il a été en Asie, il a été en Afrique, et tout cela pour essayer de fixer les économies qui ne marchaient pas, ou du moins réparer même les économies qui ne marchaient pas. Et ici, il y a une question très importante qui se pose. Pourquoi certains pays échouent à progresser économiquement? C'est là la grande question que nous débattons depuis un certain temps. Mais avant d'en arriver là, je voudrais vous dire un peu la conception de l'économie dans la tête de Geoffrey. Geoffrey s'est imaginé les économies du monde comme étant, par exemple, des personnes qui montent sur une échelle. Il y a des gens qui sont déjà au milieu de l'échelle, en train de grimper l'échelle, et il y a aussi d'autres personnes qui sont au bas de l'échelle et d'autres personnes qui ne sont même pas arrivées à l'échelle, au bas de l'échelle. Et il voit ces personnes comme des économies du monde, des économies des pays qui essayent de progresser dans la croissance économique pour leur propre développement. Voilà un peu la conception. Et c'est cela, la conception que nous avons de Geoffrey. Mais Geoffrey a dit que pour, du moins, progresser sur cette échelle, il faut qu'il y ait des conditions. On doit réunir certaines conditions. Et au fait, il a donné 4 conditions. La première, il faut faire ce qu'il appelle l'épargne. Et vous savez l'importance de faire l'épargne. L'importance, c'est que avec l'épargne, vous avez un capital pour investir. La deuxième condition, il a parlé du commerce. Il faut faire le commerce. La troisième condition, c'est la technologie. La technologie, elle qui nous permet de faire une grande production de produits que nous voulons mettre sur le marché. Et enfin, il a parlé des ressources. Il faut nécessairement avoir des ressources. Et ici, nous parlons des ressources humaines, on parle des ressources naturelles, on parle des ressources minérales. Mais il faut comprendre que toutes ces conditions-là ne doivent pas venir l'une après l'autre. Le jeu doit se jouer concomitamment. C'est-à-dire, tout doit se faire dans une dynamique du marché et une synergie entre les familles, le marché et familles connectées ensemble. Lorsque nous faisons cela, alors nous allons créer une prospérité économique. Mais il a dit encore que souvent les gens ont un langage très facile à accuser les économies qui ne marchent pas.
ils peuvent dire, oh, cette économie ne marche pas parce que dans ce pays, il y a la corruption. Ou encore, une mauvaise culture, ou ce qu'il a appelé une culture rétrograde. Selon lui, l'économie, c'est une grande machine. Une grande machine où même un grain de sable peut bloquer la machine, ou peut faire même exploser la machine. Et si nous voulons réellement créer une prospérité économique, il faut chercher dans la machine, dans le moteur, qu'est-ce qui ne va pas avant de jeter les accusations ici et là. Et lui, il a relevé quelques obstacles qui peuvent faire que cette machine, cette grande machine qui est l'économie, ne tourne pas. Et il a appelé ça des obstacles, ou en anglais, ou en français même, les barrières qui peuvent bloquer cette machine. Et tantôt il parle des barrières, tantôt il parle des pièges, des trappes. Et aujourd'hui, nous allons discuter et analyser ces trappes. Et je ne suis pas seul sur ce plateau. Comme d'habitude, j'ai mon ami Alassane Savadogo. Bonjour Alassane. Ah, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien. Nous pensons que la santé, tu te portes bien. Oui, très bien. Merci beaucoup. Soyez les bienvenus encore dans cette émission. Merci. Afrique et développement, analyse et discussion des idées. Donc, avant de poser des questions à Alassane, il faut vous dire que c'est automatique. Si les 4 conditions ne sont pas réalisées, c'est sûr que l'économie ne va pas progresser. Ça, nous connaissons. Mais, à part ces 4 conditions qui peuvent bloquer le progrès économique, il y a aussi d'autres obstacles. Et ce sont ces obstacles que nous allons un peu déballer aujourd'hui avec Alassane. Et la première des barrières, ou le premier des pièges, comme il les qualifie, c'est la pauvreté elle-même. Alassane, comment la pauvreté elle-même peut être un bloc ou une barrière au progrès de l'économie? Oh, merci de revenir à ces questions, à ces différentes conditions qui permettent de créer des richesses, à savoir l'épargne, le commerce ou les échanges, la technologie, les ressources. Mais en fait, c'est cette condition-là, bon, s'il n'y a pas d'autres obstacles, comme vous l'avez mentionné, bon, en principe, les pays doivent pouvoir mettre ces conditions en pratique et puis maintenant générer des revenus. Bon, mais il se trouve, comme vous l'avez dit, vous parlez de la pauvreté elle-même qui est là. Et effectivement, la pauvreté est un grand obstacle. Bon, pourquoi? Parce que, bon, vous avez parlé d'épargne. Bon, quelqu'un qui est pauvre, qui a un minimum à peine qui suffit à le nourrir, n'a pas un excédent pour épargner. Oui. Donc, ça veut dire que la pauvreté est déjà un frein à l'épargne. La pauvreté elle-même est déjà un frein à l'épargne. Oui. Est-ce que bon, la pauvreté est un frein à l'épargne? Oui. Oui. Et parce que là, je peux peut-être aussi intervenir dans le sens que si nous regardons au fait la pauvreté, il y a pauvreté et pauvreté. Il y a une pauvreté que nous appelons extrême, où les gens sont démunis, vraiment. Ils n'ont rien. Tout ce qu'ils font, ils essayent de subsister ou encore de garder leur existence, hein, de garder la vie tout simplement. Tout ce qu'ils trouvent, c'est pour le mettre dans la vie. Ils survivent. Dans la consommation. Dans la consommation. Oui. Et pour cette raison, ils ne peuvent jamais épargner. Oui. Alors bon, que nous avons besoin de l'épargne pour lancer le développement économique, ou la croissance économique. Voilà, quelqu'un qui ne peut pas épargner ne peut pas parler d'investir.
C'est ça. Donc, C'est pauvreté. difficile pour lui. Ouais, c'est très Donc, difficile. c'est dans ces cas-là que Oui. la pauvreté elle-même devient un obstacle. Oui. Donc, il faut tout faire pour que les gens ne soient pas trop pauvres. Oui. Hein? Trop pauvres. Vivre en dessous de le seuil même de la pauvreté, comme on dit. Oui. Hein? Oui. Bon, mais moi, je vois ici que, bon, pour les régions qui ont des terres cultivables, vous trouvez des régions, ils ont des terres cultivables, que les gens peuvent mettre l'agriculture en valeur. Mais néanmoins, ils ne produisent même pas assez pour, comment on appelle ça, pour l'autosuffisance alimentaire. Ils ne peuvent même pas garantir l'autosuffisance alimentaire. Moi, je pense que le premier problème que, en fait, nos pays, la plupart de nos pays africains doivent s'attaquer à le problème de l'autosuffisance alimentaire. Bon, donc, si on arrive à régler ce problème et que les gens arrivent à trouver les aliments, si on produit en quantité, bon, nécessairement, ça va influer sur les coûts. On aura un coût moindre. Et ça permettra aux gens, ça permettra aux gens non seulement de se nourrir et vendre le surplus pour pouvoir dégager de l'épargne. Donc, c'est ce à quoi je vois qui puisse un peu régler le problème de pauvreté. Est-ce que vous voyez? Oui. Oui. Donc, en fonction de ce que vous venez de dire sur la pauvreté, Oui. comment pouvons-nous considérer la pauvreté? C'est un démon ou quoi? Parce que les gens, Oui. les gens doivent avoir horreur, Oui. n'est-ce pas, de la pauvreté. Oui. Mais j'ai vu des gens qui sont habitués à la pauvreté et ils trouvent que la pauvreté, c'est normal. Alors que cette pauvreté, c'est une barrière qui peut provoquer notre développement économique ou la croissance économique. Mais vous savez, les conditions d'existence de l'homme se résument à pouvoir se nourrir, se vêtir et se loger. Ce sont ces trois conditions-là, qui déterminent l'existence même de l'homme. Se nourrir, loger, se vêtir. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, si nous arrivons à régler ce problème-là, ça veut dire que automatiquement, on résout un peu le problème de la pauvreté. Est-ce que vous voyez? Nous avons suffisamment de terre qui n'est pas exploitée. Est-ce que vous voyez? Donc, dans le domaine agricole, si on arrivait à, ne serait-ce qu'à mettre un peu, à fournir un peu d'efforts et de moyens, moi je pense qu'on peut dégager un surplus alimentaire et puis maintenant, écouler ça, écouler le surplus et puis se nourrir du reste. Donc, en fait, disons que la pauvreté elle-même peut constituer une barrière. Oui. N'est-ce pas? Oui. Elle peut constituer une barrière parce que les gens n'ont pas assez pour se nourrir, Oui. l'autosuffisance alimentaire comme on a dit, Oui. et puis aussi épargner. Tout à fait. Donc, il faut chercher à débloquer cela pour avoir de l'épargne. Voilà. Donc, il faut qu'il y ait une politique agricole beaucoup plus solide. Beaucoup plus solide. Voilà, qui puisse permettre aux gens, à nos fermiers de produire plus. Même si vous voyez les grandes nations, c'est au niveau de l'agriculture, tout est parti. Ils ont développé d'abord l'agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire, dégager des excédents et puis même arriver même à les écouler hors de leurs frontières. Est-ce que vous voyez? Donc, moi, je pense que le premier problème que nos pays doivent résoudre, c'est l'autosuffisance alimentaire. Si on arrive à le faire, je pense que c'est une première bonne étape pour passer à prendre une action suivante pour générer beaucoup plus de richesse économique. Vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui vivent dans ce qu'ils appellent la pauvreté extrême, où les gens vivent par moins d'un dollar par jour.
ça, ce sont des choses qui ne doivent pas quand même exister. Oui. Il faut que nos gouvernements Oui. arrivent à un peu résoudre ces problèmes-là. Oui, mais vous voyez, quand les institutions financières font ces études et puis bon, nous produisent les chiffres, bon, il faut voir dans nos pays africains, les villes sont très concentrées. Beaucoup de jeunes quittent les régions rurales pour venir en ville à la recherche du boulot. Bon, alors qu'ils ont laissé des terres dans les villages. Donc, pourquoi ne pas trouver une politique agricole qui puisse permettre aux jeunes de rester en place, pour essayer de développer l'agriculture. Ou même de provoquer l'exode urbain. Nous, dans la géographie, on nous a toujours appris l'exode rural. Mais il faut faire en sorte qu'il y ait aussi une exode urbaine pour que les gens quittent les villes pour aller en campagne. Mais au minimum, si on arrivait à maintenir ceux qui sont en campagne en place, en créant un minimum de conditions, bon, en mettant en place peut-être des centres de santé, écoles, et puis quelques facilités où ils peuvent avoir ce dont ils ont besoin, ça va leur permettre de rester en place et puis développer l'agriculture. Oui, nous voulons rappeler à nos auditeurs que nous sommes en train de discuter les livres de Geoffrey Sachs, le livre intitulé The End of Poverty, la fin de la pauvreté. Le sous-titre, c'est les possibilités économiques de notre temps. Et dans ce livre, nous sommes en train de discuter un chapitre où il se pose la question pourquoi certaines nations ne progressent pas économiquement ou pourquoi certaines nations échouent à progresser économiquement. Et Sachs, comme je le disais au départ, il s'imagine les économies comme étant, par exemple, des personnes qui escaladent l'échelle. Il y a certaines personnes qui sont déjà au milieu de l'échelle, d'autres sont au bas de l'échelle et d'autres attendent de monter. Et pour monter à cette échelle, commencer à grimper, il faut des conditions. Et c'est ces conditions-là que nous avons données. Mais à part ces conditions, il y a aussi des obstacles qui peuvent survenir. Par exemple, nous parlons ici de la pauvreté elle-même. Cette pauvreté peut être un obstacle. Parce que si vous êtes tellement pauvre que vous ne pouvez pas arriver à épargner, alors il n'y a pas moyen d'investir et de créer la richesse. N'est-ce pas? C'est ce que nous disons. Oui. Encore un mot? Voilà, je voulais beaucoup plus ajouter par rapport aux choses, au développement de l'agriculture. Bon, en fait, qu'est-ce que l'État peut faire dans ce cas précis? Bon, on peut essayer de développer des coopératives. Vous voyez, dans les villages, il y a des gens, bon, s'ils essaient en partie, bon, ils peuvent essayer de mettre quelques moyens ensemble, acquérir avec le peu de moyens, s'ils arrivent à mettre ça ensemble, bon, ils peuvent acquérir un certain nombre de matériel agricole. Est-ce que vous voyez? Parce que le petit moyen que les gens ont, c'est pas un gros moyen. Est-ce que vous voyez? Bon, les gens ont tendance à avoir de gros moyens chaque fois pour pouvoir faire. Et c'est cela notre malheur. Voilà. C'est cela notre malheur. Le petit moyen que les gens ont, s'ils arrivent à mettre ça ensemble, mettre en place une coopérative, acheter quelques matériels, ça va leur permettre d'avoir du matériel agricole. Bon, avec ce matériel agricole, ils peuvent, s'ils s'organisent, ils peuvent produire beaucoup plus, et tout en ayant à côté leur lopin de terre qu'ils exploitent. Est-ce que vous voyez? Donc, si cette organisation est parfaite, moi, je pense qu'on a beaucoup plus de chances de produire plus. Donc, ça demande notre ingéniosité, notre vouloir-faire, notre organisation. L'organisation est très, très, très importante. Parce qu'il ne faut pas attendre que l'État vienne tout faire. C'est ça. Au niveau des communautés villageoises, les gens peuvent se regrouper en coopérative et essayer d'exploiter des terres. Mais si l'État peut venir en aide un tout petit peu. Si nous faisons intervenir l'État ici, c'est parce que c'est l'État qui peut tracer la politique générale pour que ces choses arrivent. Non, passons à
Mais moi, je pense que les gens peuvent, à leur niveau, s'organiser. Et si un État qui est conscient, voit qu'il y a une bonne organisation qui est là, en tout cas, il peut venir un peu en aide pour les booster. Ok. Donc, ici, nous retenons que la pauvreté extrême peut être une barrière pour créer une croissance économique. Oui. Donc, passons à une autre barrière. Geoffrey a parlé de la géographie physique comme une barrière dans la croissance de l'économie. Tu as une idée là-dessus? Oui, bon, la géographie. Bon, vous savez, il y a des pays qui sont enclavés. Ils n'ont pas un accès direct sur la mer pour écouler leur production. Ou du moins, même s'ils veulent faire venir des produits, ils veulent importer des produits, ça doit quitter ces ports. Bon, vous voyez, avec le coût de transport, ça influe sur, comment on appelle ça, le prix des produits. Donc, à ce niveau, c'est un handicap. Est-ce que vous voyez? Bon, il y a des régions aussi, on parle de géographie, il y a des régions aussi qui à certains moments font l'expérience de la sécheresse. Donc, ils n'ont pas suffisamment de choses, de pluie. Donc, à ce niveau aussi, ça joue sur leur production. Par exemple, des régions désertiques, voilà. Ils sont en difficulté. Oui. Et ils sont en difficulté pour produire beaucoup dans le domaine agricole. Mais ce que moi je veux dire, bon, il n'y a pas, vous voyez, toute région, quelles que soient ses conditions physiques ou bien ses conditions géographiques, quelque part, il y a un petit avantage. Mais il faut que les gens sachent exploiter cet avantage. Bon, vous trouvez des zones où il ne pleut pas plus de 2 mois l'année. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y en a beaucoup. Voilà. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des semences qui peuvent produire en 2 mois. Donc, vous êtes en train de proposer une solution. Voilà. Un exemple de solutions qui peuvent être appliquées. Voilà. Vous pouvez trouver des semences qui, en 2 mois, produisent bien. Est-ce que vous voyez? Bon, donc, il faut que les gens, en fonction des conditions climatiques, arrivent à s'adapter en trouvant des variétés propres à ces conditions climatiques-là. Donc, c'est une ingéniosité que nos pays doivent développer. C'est ce que Geoffrey lui-même disait que avant de condamner, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui est à la base de cet échec. Par exemple, si vous trouvez que ce sont des conditions géographiques, alors il faut combattre ces conditions-là. Si vous trouvez que c'est la pauvreté elle-même, il faut combattre cette pauvreté-là. Donc il ne faut pas y aller comme les autres disent, comme des aveugles. Autrement, vous allez échouer. Donc il faut savoir dénicher la réelle cause, la cause réelle de cet échec avant de pouvoir fixer l'économie. Donc nous comprenons que il y a certains pays qui sont défavorisés par la condition physique, par la géographie même physique de ces pays. Ces pays peuvent être localisés dans une zone désertique où déjà, dès le départ, la production agricole est difficile suite au climat qui est sévère, n'est-ce pas? Ou alors le pays peut tout simplement être enclavé. Il n'a pas accès à la mer pour faciliter le commerce avec les autres pays. C'est déjà un problème. Et Geoffrey dira que ça, c'est un handicap, c'est une barrière qui peut jouer dans la croissance économique de ces pays-là. Donc, vous trouvez qu'il a raison ou il n'a pas raison en ceci? Non, en fait, il a raison. Mais moi, je pense que tout se résume à notre ingéniosité. Est-ce que vous voyez? On peut être dans des conditions défavorables. On peut être dans une zone où climatiquement, on a des problèmes, on a un désavantage. Mais qu'est-ce qu'il faut faire?
Mais il faut essayer de voir. Mais ça ne veut pas dire que tout est néant, c'est le néant complet. Ça veut dire que quelque part, la région a une certaine force qu'il faut exploiter. Mhm. Bon, est-ce que vous voyez? Parce qu'il y a des zones, il ne pleut pas trop, ça c'est vrai. Mais bon, les gens peuvent faire des retenues d'eau. Même s'il pleut 2 mois dans l'année ou bien 3 mois dans l'année, les gens peuvent essayer de voir voilà, comment on va faire des retenues d'eau pour qu'en 2 mois, même si la pluie part, on a quand même une réserve qu'on peut exploiter. Donc, si je te suis bien, Oui. ici, Geoffrey a eu le mérite de pointer cet élément. Mais quand même, il y a lieu de contourner cette difficulté. Oui, et cela dépend de notre ingéniosité. Et notre ingéniosité, notre organisation. Notre organisation. Oui. OK. Oui. Donc, nous nous comprenons là-bas, ça va. Oui. Parlons un peu de la fiscalité. Oui. Parce qu'il a aussi parlé de la fiscalité. Oui. Et quand nous parlons de la fiscalité, ici, nous voulons voir les systèmes de taxes. Oui. Comment ceci peut être aussi une barrière? Oui, bon, en fait, pour une population qui est pauvre, qui n'a pas suffisamment de ressources, bon, c'est-à-dire l'État n'a pas, c'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle l'assiette fiscale. Mhm. Bon, l'assiette fiscale, c'est la proportion de la population sur laquelle on peut prélever des taxes. Ils ont des revenus, on peut prélever des taxes. Mhm. Mais si cette population est extrêmement pauvre, ça veut dire qu'il y a très peu de gens qui ont des revenus même où on peut prélever des taxes dessus. Ça veut dire qu'à partir de là, l'État même ne peut même pas générer des revenus pour faire des investissements. Donc ça devient une barrière. C'est une barrière. Mais soyons un peu plus concrets. Dans nos pays africains, prenons par exemple la Gambie, le Congo, Kinshasa, Congo-Brazzaville, le Sénégal. Est-ce que nos gouvernements ne prélèvent pas de taxes? Est-ce que vraiment ils n'ont pas l'argent des taxes? Oui, en fait... Parce que sans vous interrompre, je sais que les taxes, c'est une source de revenus pour les gouvernements. Oui. Et moi, je suis convaincu que nos gouvernements, ils prélèvent quand même des taxes. Non, mais on ne voit pas. On ne voit pas les actions qui sont menées sur le terrain grâce à ces taxes. Oui, bon, enfin, ça c'est un autre problème que vous soulevez, le problème de la transparence. Bon, il faut reconnaître que nos gouvernements manquent de transparence dans la gestion des fonds, ça c'est vrai. Bon, mais quand on voit l'assiette fiscale même, la proportion de la population sur laquelle on peut prélever des taxes puis investir dans l'économie, cette proportion n'est pas trop grande parce que beaucoup n'ont pas les possibilités de revenus pour payer des taxes. Pour payer des taxes. Donc à ce niveau, c'est un problème. Même le peu de taxes que l'État prélève, bon, il n'y a pas de transparence dans la gestion de ces taxes. Parfois, ça entre dans les poches des, des humains, des collecteurs de taxes. C'est ça aussi le problème. Bon, est-ce que vous voyez? Donc, il y a problème de transparence et il y a problème d'assiette fiscale qui sont là. Et ça crée vraiment un grand problème de déficit budgétaire à nos économies. Est-ce que tu penses que ce problème est évitable? Est-ce qu'on peut éviter ce que nous connaissons? Bon, en fait, pour le moment, si on n'a pas une grande assiette fiscale, bon, qu'est-ce qu'on fait? On doit être beaucoup plus transparent dans la gestion du peu de fonds que nous collectons à travers les taxes. Donc, s'il y a quand même un minimum, s'il y a quand même beaucoup plus de transparence, bon, je pense qu'on peut voir la différence dans la réalisation des investissements. Oui, parce que vous parlez de la transparence. Sachs pointe aussi la mauvaise gouvernance. Oui. Est-ce que vous pouvez faire une connexion entre cette transparence et la mauvaise gouvernance? Oui, mais en fait, le manque de transparence, c'est ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Bon, peut-être il a dit ça sous une autre forme. Sinon, il pouvait quand même dire, au lieu de mauvaise gouvernance, Jeffrey pouvait dire manque de transparence dans la gestion des fonds. Ou des ressources. Oui. Donc, bon, manque de transparence, mauvaise gouvernance, c'est deux concepts qu'on peut utiliser l'un à la place de l'autre. Oui, et moi je pense que mauvaise gouvernance ici, c'est un peu plus large, parce que
quand on parle de gouvernance, on fait allusion à tout. Oui. La politique, l'économie, tout. Donc, le gouvernement est là pour bien gérer tous ces domaines-là. Oui. Donc, et s'il y a une mauvaise gestion hein, de tous ces domaines, nous créons automatiquement une barrière Oui. hein, pour les progrès économiques que nous pouvons imaginer. Oui. Donc, il faut qu'il y ait une transparence dans la gestion du denier public Oui. et aussi même de la politique ou des politiques même de nos pays. Oui. Yeah. Oui, ouais, ça c'est vrai. Et moi, je pense que au niveau de la population, bon, je constate que au fil du temps, bon, on a quand même une jeunesse qui est beaucoup plus éveillée de nos jours. Mhm. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour tacler cette mauvaise gouvernance? Il faut dénoncer. Il faut dénoncer. dénoncer cette mauvaise gouvernance-là. Il faut chaque fois, quand vous voyez qu'il y a un cas de corruption qui s'est avéré quelque part, il faut le dire haut et fort pour que les gens changent. Je pense qu'à un certain moment, quand même, bon, nos gouvernants vont prendre un peu de conscience et puis, bon, même si ça ne pourra pas supprimer correctement, totalement cette corruption, au moins, on peut la réduire. Et c'est déjà, ce qui n'est déjà pas mal. Vous soulignez un problème délicat, le problème de dénoncer. Oui. Et moi, je me pose la question, comment on peut dénoncer ces manquements au moment où parfois, dans certains pays évidemment, parfois les médias sont muselés. Oui. Comment y arriver? Parce que vous n'avez pas de radio, vous n'avez pas de télévision, vous n'avez pas de journaux. Comment on peut arriver à dénoncer ces manquements? Oui, mais au moins, il faut reconnaître qu'il y a des institutions de nos jours qui sont chargées de noter la liberté de presse dans les pays. Bon, est-ce que vous voyez? Ils sont chargés de noter les droits de l'homme, la liberté d'expression. Bon, moi je pense que ça même c'est déjà un pas dans les dénoncements. Ouais, un pas positif. C'est bon, ça. même si les États veulent museler la presse, il y a quand même une certaine limite. Ils ne peuvent pas aller au-delà d'une certaine limite. Donc, bon, ça veut dire que déjà, c'est un truc de positif. Donc, il faut, bon, on peut toujours dénoncer. Même si ce n'est pas avec une grande ampleur, on peut toujours se permettre de dénoncer. Et à cela, pour vous compléter peut-être, je pense qu'aujourd'hui, il est difficile de bloquer l'information ou de bloquer, de museler les médias. Totalement. Parce que vous avez Facebook, vous avez Twitter, tout ça, ça peut aider les gens à dénoncer les manquements et pour que ceux-là qui nous gouvernent puissent se ressaisir. Parlons un peu de la culture. Au départ, quand j'ai introduit l'émission, nous avons parlé de la culture, mauvaise culture, qui est souvent dénoncée dans le régressement même de nos économies. Alors, est-ce que vous avez une idée comment une culture peut être une barrière au progrès économique? Oui, bon, il y a des éléments culturels qui sont des freins au développement économique. Bon, je peux prendre l'exemple d'un pays où on empêche une grande partie des femmes de travailler. Voilà, par exemple, de rester à la maison. Tout simplement parce qu'elles sont femmes. Oui, parce qu'elles sont femmes. Et le monsieur se chargera de travailler et puis de s'occuper de la famille. Donc, si la femme reste à la maison, ça c'est un élément de productivité, on enlève à l'économie. Ça c'est un. Et il ne faut pas oublier que les femmes ont été toujours plus nombreuses que les hommes dans un pays. Et maintenant, si vous retranchez les femmes à travailler pour le progrès économique de votre pays, vous vous privez d'une grande portion de main-d'œuvre qui pouvait vous aider à travailler. Oui, ça c'est vrai. Et il y a des cultures aussi qui empêchent les femmes même d'avoir accès à l'éducation. Ils se disent non, la femme n'a pas droit à l'éducation. Ça, c'est très malheureux. Bon, il y a des pays qui ont cette culture-là. Donc, si la femme
n'est pas éduquée, bon, ça veut dire qu'elle n'a pas suffisamment de qualification pour apporter une contribution à l'économie. Donc, pour ces pays ou pour ces cultures, ces nations où on interdit la femme d'aller à l'école parce qu'il est une femme, on voit la femme comme tout simplement un instrument pour la production des enfants. Voilà. Donc, elle n'a pas besoin d'être à l'école parce que produire des enfants, ça ne demande pas une éducation. Voilà, et s'occuper des enfants, c'est... Tout simplement à la maison. Oui, c'est ça. Bon. Et ça, c'est minimiser les femmes quand même. Oui, non, tout à fait, oui. Bon, et deuxièmement, toujours dans la même lancée. Bon, je prends l'exemple de ceux qui vivent de l'agriculture. Bon, si vous avez, comment on appelle ça, vous avez des femmes qui ne travaillent pas, bon, vous exploitez un lopin de terre. Bon, et vous êtes sous la direction du père de famille. Bon, ça se voit en Afrique, des gens mariés, des enfants mariés qui travaillent toujours sous la coupe du père de famille. De famille. Voilà, donc s'il arrivait que le père décédait, bon, ça veut dire que le lopin de terre qui reste, les enfants doivent se partager. Ouais. Donc ça veut dire que chacun a une petite portion pour nourrir sa famille. Est-ce que vous voyez? Donc c'est des éléments culturels vraiment qui sont un obstacle au développement économique de nos pays. De nos pays. Ouais, on doit encourager la participation de la femme à la production économique des pays. Oui. Donc, il faut éduquer la femme. Oui. Et aussi, il ne faut pas considérer la femme comme un instrument de production des enfants, tout simplement. Voilà. Donc, il faut que, vraiment, à ce niveau-là, il faut qu'il y ait des sensibilisations même, que ce soit de la part de nos gouvernants ou bien même s'il y a des ONG privées qui peuvent aider à sensibiliser pour que cet état d'esprit change, bon, ce serait vraiment une bonne chose. Tu sais que dernièrement, on parle de la parité dans les gouvernements, parité dans les organisations. On voudrait qu'il y ait 50% de femmes, 50% d'hommes pour gouverner ou pour conduire une organisation bien déterminée. Donc, et je pense qu'il faut que les gens fassent réellement un effort pour qu'on arrive à intégrer beaucoup de femmes dans des fonctions, des processus de production. Autrement, nous nous privons nous-mêmes d'une grande portion, comme je le disais tantôt, pour la production ou la croissance économique qui peut nous bénéficier, nous tous. Oui. Bon, et aussi un élément culturel qui entrave le développement économique de la plupart de nos pays africains, bon, c'est l'organisation même familiale. On a tendance à voir que au niveau de la famille, quand un frère a un peu les moyens, bon, automatiquement les autres viennent vivre comme des parasites. Voilà, des parasites tout autour de lui. Au lieu de produire, ils sont là pour consommer. Ils sont là pour consommer parce que le frère a les moyens. Donc, bon, je fais de ses moyens mes moyens. Bon, est-ce que vous voyez? Ça, c'est une mauvaise culture. C'est une mauvaise culture. Qui ne favorise pas. Peut-être c'est une bonne culture pour maintenir la famille, l'unité de la famille, ou rester ensemble. Mais si nous considérons la production économique ou le progrès économique, c'est une mauvaise culture. C'est une mauvaise culture. Okay. Donc, c'est des éléments qui doivent changer. Nécessairement. C'est pas parce que le frère a les moyens que moi, je ne vais pas aller chercher mes moyens. Et je vais faire de lui mes moyens, mes propres moyens. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est des éléments qui doivent changer. Geoffrey a parlé aussi de géopolitique. Nous avons vu si deux pays parfois, des pays sont en conflit, le plus puissant peut imposer un embargo à un autre. Et il dit, cela peut être aussi une barrière au développement économique de ces pays. Oui. Une idée là-dessus, ou tu peux un peu éclairer l'opinion? Oui, bon, en fait, ça existe aujourd'hui.
Bon, un pays qui a les moyens, bon, il suffit qu'il ait un problème avec un pays voisin ou bien un pays tiers, bon, automatiquement il prend des sanctions pour dire voilà, bon, on va imposer un blocus à l'autre pays. Bon, et les blocus frappent surtout les commerces. Oui. Hein? Il n'y a pas d'échanges commerciaux entre les deux pays. Oui. Et pourtant, nous avons dit, pour créer la prospérité économique, il faut échanger. Il faut échanger. Oui. Et si on est privé du commerce, donc on tombe. Oui, automatiquement. On tombe automatiquement. Oui. Donc, c'est des faits qui existent. Et moi, je pense que à ce niveau, bon, ça revient entre État et État ou bien bon, et des organisations qui coiffent les échanges commerciaux, comme par exemple, de nos jours, on a par exemple l'OMC, bon, l'Organisation mondiale du commerce, qui essaie de mettre en place un certain nombre de régulations, un certain nombre de règles dans les échanges commerciaux. Et moi, je pense que si on définit bien, on repart là-bas, on définit bien les règles, bon, mais vous allez trouver que c'est les pays nantis qui décident toujours. Qui décident toujours. Voilà, donc bon, à ce niveau, c'est vraiment un problème. Mais ce que moi, je vois aussi comme solution, on peut essayer de développer le commerce sous-régional. Bon, le commerce sous-régional, bon, on peut essayer de vraiment, au moins, si ça ne va pas avec un autre pays, on a toujours un pays voisin qui peut faire le commerce avec vous, afin voilà, que l'économie aille de l'avant. Voilà, donc les échanges commerciaux, il faut qu'il y ait vraiment bon, un réseau commercial entre les différents pays voisins. Il faut une organisation commerciale bien solide, sous-régionale. Et moi pense que ça personnellement, peut aider un peu. Oui, personnellement, je continue à me poser la question, pourquoi on recourt souvent à l'embargo au moment où l'embargo n'a pas réussi, dans la plupart du temps, à fléchir les dirigeants des pays qui sont sous l'embargo. Au contraire, ça fait souffrir la population. Oui. Alors, est-ce que ces pays qui imposent l'embargo à d'autres ont-ils vraiment du cœur ou ils voient la peine de la population qui va en pâtir? Ou comment? Je ne sais pas. Est-ce que tu peux comprendre cela? Est-ce que tu as une idée là-dessus? Pourquoi on continue à faire des embargos en fait, ils estiment au moment où ce n'est pas très efficace? Non, ils estiment que non. Bon, si on impose un embargo, bon, automatiquement, ça va toucher la population. Et peut-être la population va se soulever contre le régime en place. Et ce qui va conduire à un changement. C'est peut-être ça. Donc, on pousse les gens au soulèvement. Au soulèvement. En fait, c'est ma propre vision de la chose. Sinon, en fait, non, vous pouvez être... Oui, les dirigeants eux-mêmes, ils sont suffisamment nantis pour s'approvisionner. Mais quand ça chauffe sur la population, elle peut se révolter contre les gouvernants de façon à amener à un changement de régime. Peut-être c'est l'idée qui est derrière ces histoires d'embargo. Il a parlé aussi de manque d'innovation. Ouais. Manque d'innovation, je me souviens au début, on a parlé de technologie. Oui. Est-ce que nous sommes tous appelés à faire des innovations pour vraiment avoir une croissance économique dans un pays donné? Les innovations jouent un rôle très important dans le processus de développement économique. Parce que quand on produit du matériel qui aide à augmenter la production, bon, on peut avoir quand même une grande part de marché. Bon, mais il se trouve que quand on parle d'innovation, on parle de recherche et développement. C'est à travers les recherches et développement qu'on innove, on met quelque chose en place. Mais ces recherches et développement nécessitent beaucoup de moyens. Alors, là où le problème se trouve, nous n'avons pas suffisamment de ressources pour conduire ces recherches-là. Bon, ça c'est un. Et deuxièmement, même si on arrivait à utiliser des fonds créés dans le domaine de la recherche, mettre un truc en place, c'est pas évident que
comment on appelle ça, c'est pas évident que le produit mis en place ait quand même une part de marché au niveau local. C'est pas sûr qu'il y ait des gens qui aient suffisamment de moyens d'entreprises locales pour acheter ces produits-là, ce produit-là. Donc, bon, on a investi de l'argent, mais pour récupérer cet argent, c'est tout un problème. C'est ça. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un gros problème pour nos pays africains. Suffisamment de ressources pour conduire les recherches, et même si on arrive à mettre un truc en place, c'est pas évident qu'au niveau local, on ait des entreprises qui puissent acheter ça, de sorte à faire des revenus, à générer des revenus pour continuer la recherche. Donc la recherche est très importante dans la rénovation des technologies que nous avons. Ah, tout à fait, mais quand on prend l'exemple des pays asiatiques, ils ont compris que pour rattraper l'Occident, il faut innover. Il faut innover. Donc ils ont quand même consenti une grande partie de leur budget aux recherches et développement. C'est ce qui manque à nos pays africains. Okay. Et, vraiment, pour y parvenir, c'est très, très difficile. On a parlé de... l'État n'a pas les moyens n'a pas suffisamment de ressources qui peut collecter à travers les taxes, parce qu'on a une petite assiette fiscale. C'est vraiment un grand problème à ce niveau. Et on doit continuer à réfléchir sur ce problème. Merci beaucoup. Le temps nous presse. Je pense que nous tendons vers la fin de cette émission. Mais il y a un problème ici de démographie. Oui. Vous savez que plus le nombre de gens accroît dans un pays, plus il y a aussi des problèmes. Et plus il y a des problèmes, plus les gens peuvent aussi travailler pour trouver des solutions à ces problèmes. Et ceci peut provoquer le développement. Mais Geoffrey parle de la démographie comme étant une barrière. Dans quel contexte cela peut être une barrière? Parce que dans un contexte, la démographie peut être un avantage. Mais dans l'autre, il peut être une barrière. Dans quel sens? Bon, enfin, parlons d'abord des avantages de la démographie. Si, en fait, la population croît, et il y a les ressources qui croient on arrive à éduquer cette population. Est-ce que vous voyez? Alors, envoyer ses enfants à l'école, leur donner la qualification nécessaire, ils peuvent contribuer au développement économique. Mais si on a beaucoup d'enfants, on n'a pas les moyens pour les envoyer à l'école. Supposons un père qui a 6-7 enfants, il n'a pas de ressources. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, moi, je vais envoyer peut-être 2 enfants à l'école, le reste, je n'ai pas les moyens. Les 5 autres qui ne sont pas allés à l'école, quelle sera leur part de contribution dans l'économie? Ils n'ont pas une éducation, ils n'ont pas une formation qui puisse leur permettre d'être productifs, de s'occuper d'eux-mêmes. Ça déjà même, c'est un frein au développement. Donc, ils n'ont pas de ressources, de revenus, que l'État même a, de revenus sur lesquels l'État même peut prélever des taxes. Des taxes. Donc, ça fait une charge même. Une charge de plus. Donc, à ce niveau, la démographie est un problème. Ok, merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cette émission. Oui. Et avant que vous concluiez, je voulais dire que, pour nos pays qui n'ont pas suffisamment de ressources, il faut qu'on parle de planning familial. De planning familial. Voilà. Donc, depuis longtemps, on parle de ça, mais en fait, on parle de ministère de la planification familiale, mais sur le terrain, on ne voit pas d'action concrète qui puisse vraiment aider les gens à prendre conscience de ce problème de démographie. Un bon point que vous soulevez là, peut-être nous allons discuter de ces points parce que les uns sont pour le planning familial, les autres ne sont pas pour le planning familial. Ça peut constituer tout un débat et peut-être nous allons y revenir. Mais pour aujourd'hui, nous sommes à la fin de cette émission. Je vous rappelle que nous avons discuté les idées de Geoffrey Sachs, qui a écrit le livre The End of Poverty. Et dans ce livre, il a écrit un chapitre
pourquoi certains pays échouent à progresser économiquement. Alors, c'est à partir de ces chapitres que nous avons mené nos discussions et quelquefois nos analyses. Et en résumé, Sachs nous disait qu'il y a des conditions, si vous voulez créer une croissance économique, il y a des conditions qu'il faut respecter. Il a parlé notamment de l'épargne, du commerce, de la technologie et aussi des ressources. Mais si vous n'avez pas ces 4 éléments qui doivent se jouer concomitamment, alors votre économie ne va pas progresser ou tu ne seras pas en mesure de créer une prospérité économique. Mais à part cela, il a aussi pointé quelques obstacles qui peuvent empêcher la croissance économique. Il a parlé de la pauvreté elle-même, il a parlé de la géographie physique d'un pays, il a parlé de la fiscalité, il a parlé de la mauvaise gouvernance, il a parlé de la culture, ici nous parlons de la mauvaise culture, il a parlé du géopolitique, il a parlé de manque d'innovation et enfin, il a parlé de la démographie. Donc, ces éléments ici peuvent être obstacles à créer une croissance économique dans un pays. Et ici, l'appel est lancé à tous ceux-là qui travaillent pour la croissance économique de nos pays ou de nos nations, à avoir conscience de ces éléments pour qu'on puisse les contourner. Et c'est ça la bonne nouvelle que nous avons dans ce chapitre, c'est que tous ces obstacles, il y a lieu de les contourner. Même si ils sont difficiles, on peut toujours y trouver des solutions. Merci, au revoir et à bientôt.